trouvé une petite conversation sur la politique du FICAM, voilà, avec Xavier et Catherine. Ça fait quand même maintenant plusieurs années, hein, ça fait 2016, oui c'est ça, que le FICAM bénéficie de ses résidences, grâce à la nef animation et à d'autres partenaires, Anima, il y a eu les Canadiens pendant un temps, le CNC cette année, l'IF Paris, TV5 Monde, l'ours. CCD Belgique. Voilà. Mais moi je dis Anima, mais c'est la même chose. Non, Pas tout à fait. Désolé pour la. Avec le soutien de la SACD Belgique. Voilà. Donc c'est quand même une formule qui marche bien, puisque généralement les résidents sortent par la film, je pense. Hein, donc on est ravis que ça continue. Je sais qu'on a le soutien de Paris, puisqu'on a discuté avec Madame Baron et d'autres personnes de l'Institut français de Paris, et ils sont ravis de ce partenariat. Et ils voulaient même qu'on le développe encore plus. Simplement là, je pense que la formule elle est bien à 6, de développer plus. Normalement, vous devriez être, mais ils arrivent demain, avec aussi d'autres résidents, donc notamment avec Sébastien Onomo, sur une résidence panafricaine, puisque Sébastien Onomo est Special Touch avec des financeurs, mais là je le laisserai en parler, je n'ai pas forcément tous les financeurs, vient de monter une première formation panafricaine pour des jeunes artistes qui sont sélectionnés sur dossier. Ils en ont choisi 10 sur le continent américain, africain et français, et ils font une formation d'1 an en, on va dire, virtuelle et présentielle. Et il y a eu une étape, je crois, au Cameroun, et une étape, la deuxième, c'était Meknès. Ils devaient venir à 6 ou 7, ils seront 2. Première aussi. Et donc l'idée, c'est qu'ils devaient être là 15 jours et de partager avec vous, les résidents de la nef animation et du programme qu'on a ensemble. Ils devaient partager des moments d'échange aussi, puisque c'est des jeunes réalisateurs comme vous, en pleine construction de projet, et qui sont suivis par des professionnels également, mais de façon plus longue, sur 1 an. Avec des productions aussi derrière à la clé, Sébastien est producteur. Voilà. Donc du coup, ils ont 10 candidats. Il y a un Marocain, je crois, mais je ne sais pas s'il sera là. Et Sébastien arrive demain. Vous pouvez le voir. Avec Amandine Auger, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, une jeune réalisatrice aussi, qui sera parmi nous aussi demain et après-demain. Et ils vont rester, je crois, une dizaine de jours. Voilà. Donc l'idée de cette résidence aussi un peu croisée, c'était de croiser des différents domaines et d'avoir plus d'artistes liés de futurs, déjà des artistes, mais de futures productions, et que vous puissiez échanger un maximum sur vos productions, vos pitchs, ce qui va être aujourd'hui le cas. Vous allez nous présenter quand ça veut bien marcher. Voilà. Et que vous inspiriez aussi les jeunes des écoles qui sont ici. Il y a de la presse aussi. Et il y a de la presse, voilà, pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes Marocains. C'est l'idée du FICAM. Vous avez entendu les discours hier, je ne les répéterai pas, pour ceux qui étaient à la cérémonie d'ouverture. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on développe au Maroc, grâce à toutes ces collaborations, des filières de production, de studios. C'est pour ça que je vous invite tous aussi à aller voir le Forum des métiers. Je pense que pour certains, je ne sais pas si vous avez déjà fait, 13 studios marocains, 7 studios internationaux, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, Égypte, Tunisie. Et il y a des conférences également, vous l'avez vu sur le programme professionnel, qui sont liées à cette problématique de développement de filière. Donc là, le thème général de cette année, c'est de la production à l'exploitation. Et vous êtes les prémices de la production. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est aussi que les studios marocains bénéficient de votre expérience, de vos savoir-faire aussi dans les échanges, et qu'après, à terme, ce que disait le ministre hier et ce que disait M. Delico, le FICAM devienne un potentiel marché africain, maghrébin, sûr,
du film d'animation. On n'en est pas encore là, il y a 20 ans d'expérience, mais on va dans ce sens-là, on va dire à long terme. Voilà. C'était quelques mots d'introduction que je voulais faire, et surtout remercier Xavier et Catherine pour cette année, qui représente la nef aujourd'hui, moi aussi, de leur collaboration et de leurs précieux échanges, parce qu'on a des échanges réguliers sur comment on vous choisit aussi, parce que vous êtes sélectionnés différents. On fait des jurys ensemble, notamment pour nos résidents qui viennent du Sud. Voilà. Et cette année, on a eu, je crois, 19... oui, moi j'en ai vu 19 dossiers. Voilà, une petite vingtaine. L'année dernière, on en avait un peu plus, mais il faut savoir que les années précédentes, c'était un peu moins. Sur la partie africaine. Sur la partie africaine. Sur la partie africaine, oui, je parle de la partie africaine. Sur la nef. Sur la nef, c'est 40. Ouais. Vous voyez que c'est quand même une sélection relativement dense et intense. Voilà, donc je regarde derrière l'exosé si ça marche. Des petits coups d'œil discrets. Ah non, c'est parce qu'il y a mon mot de passe. Voilà. Je sais pas, Xavier, Oui, pour je présenter la nef et enchaîner pour meubler pendant Voilà, c'est la partie technique. Donc simplement, donc la Nef Animation, c'est une association française dédiée à la création et à la recherche pour le film d'animation. On existe depuis une dizaine d'années, mais on fait un travail depuis plus longtemps encore à l'abbaye royale de Fontevraud, qui est notre base, qui se trouve sur les bords de Loire, en France, entre Saumur et Chinon, dans la région d'Angers. On a mis en place, donc il y a longtemps, il y a bientôt 20 ans, une résidence d'écriture pour le film d'animation, en partant du constat qu'il n'en existait quasiment pas à l'échelle internationale, et que c'était vraiment important d'aider, d'accompagner les auteurs et les autrices d'animation tout à fait au début de leur travail, c'est-à-dire pour passer de l'idée, quelque chose qu'on a dans la tête, qui tient d'être en une page ou deux, au projet, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment permettre de construire un film, de discuter avec un producteur et d'enclencher vraiment un travail de création. Et ce travail tout à fait du départ, c'est-à-dire comment on passe de l'idée au projet, comment on jette, on formalise la première existence d'un projet, c'est vraiment très précieux pour tous les réalisateurs bien sûr, mais spécialement en animation, parce que vous savez, l'animation est un processus très long de travail qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de moyens, et plus finalement on n'aura pas assez de temps sur les bases du projet, l'histoire, les choix graphiques, les choix de mise en scène, et bien plus tout le reste sera finalement solide et facile. Voilà, donc on a créé cette résidence, et puis en fait la résidence a très vite eu énormément de succès. Et donc aujourd'hui on a reçu près de 400 réalisateurs en résidence à Fontevraud, d'une cinquantaine de pays différents. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas suffisamment avec les pays africains. Et comme on avait commencé un partenariat avec l'Institut français et la Fondation Aïcha dans l'autre sens, c'est-à-dire en accueillant chaque année le Grand Prix Aïcha de l'animation, ça nous permettait d'avoir tous les ans un ou une Marocaine venant à Fontevraud. On a fait la proposition inverse en se disant, eh bien, puisqu'il y avait effectivement beaucoup de dynamique autour du festival de Meknès, pourquoi on ne ferait pas ensemble une résidence ici à Meknès, dans l'idée eh bien d'être vraiment un endroit de relation entre les pays du Nord et les pays du Sud, et le directeur de l'Institut, ton prédécesseur, a eu cette idée formidable de dire faisons-le dans le cadre de la francophonie, et faisons-le dans le cadre d'une forme de parité avec autant de pays du Nord, entre guillemets, et de pays du Sud. Et donc on a mis en place cette résidence en 2016, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire de donner vraiment du temps aux auteurs, aux autrices que vous êtes, vraiment de passer, de se concentrer vraiment sur ces premières étapes de création, en se disant qu'en plus, le faire au moment du FICAM, c'était formidable, parce que ça permettait effectivement de rencontrer d'autres professionnels, de faire connaître aussi votre travail. Voilà, donc la résidence est née comme ça en 2016, avec au départ des partenariats, comme tu le disais, pour les pays du Nord, avec donc la Nef pour la France, le festival Anima à Bruxelles, qui est toujours un partenaire très précieux,
Et puis on a commencé avec également les Québécois. Et puis suite au Covid, le Québec s'est arrêté. Je pense qu'on va relancer à un moment ou un autre avec le Québec ou avec un autre pays francophone. Mais c'est vrai que voilà, le fait aussi d'être à 6 résidents, c'est bien. Parce que, en tout cas, nous on le voit comme ça, mais je pense que c'est important que vous nous disiez. Parce que l'idée c'est aussi de permettre vraiment des rencontres entre les résidents vraiment de qualité. Et puis, l'élément différent, l'élément aussi particulier qui nous semblait être vraiment important pour cette résidence, c'est qu'il y ait un accompagnement qui soit fait, proposé aux autrices et aux auteurs qui viennent à Fontevraud. Donc, cette année, c'est à Fontevraud, à Meknès, pardon. Et donc, cette année, c'est Catherine avec laquelle on travaille beaucoup. Catherine a longtemps dirigé toute l'animation à l'atelier de Sèvres à Paris, qui est une des grandes écoles d'art et notamment d'animation. Et elle est très proche de la nef, on fait beaucoup de choses ensemble. Et voilà, donc on est ravis qu'elle ait rejoint l'équipe, voilà, et qu'elle soit avec nous cette année. Moi, je suis ravi comme vous, je ne connais rien des projets, à part celui d'Emma que j'ai vu, parce qu'effectivement, Emma est liée à la sélection française, mais les autres, je ne les connais pas du tout. Et donc, je suis ravi de découvrir vos projets et puis de voir aussi l'avancée qui a pu être la vôtre depuis le début de votre séjour. Voilà. Donc, non, pour nous, c'est vraiment important. On est très, très heureux de cette résidence et du partenariat qui s'est mis en place et de voir aussi, année après année, tout ce qui s'étoffe autour du festival, toutes les opportunités nouvelles, que tu évoquais à l'instant, tout ça fait vraiment complètement sens. Et c'est vrai, voilà, nous on tient beaucoup à la notion de résidence, on pense que c'est une pièce importante dans toute la dynamique du développement de l'animation, parce que c'est vraiment mettre la création, mettre les auteurs, mettre les talents au cœur d'un modèle de développement, qui doit être aussi un modèle de développement industriel, économique, etc. Mais en partant de la création, et ça c'est formidable que ça puisse se faire à Meknès. Voilà. Non, merci Xavier. L'idée, c'est pour ça qu'on a accepté très vite, juste sur ce point-là, on a accepté la proposition de Sébastien, parce qu'elle va dans le même sens, c'est-à-dire que c'est d'abord la création qui va faire la production. S'il n'y a pas de créateur, c'est difficile d'avoir après des histoires, des films, des choses comme ça. Mais c'est pour nous important que ça soit pour les jeunes Marocains. J'en profite qu'ils soient là. N'hésitez pas à regarder les appels à candidature. N'hésitez pas à candidater aussi, même si vos projets ne sont pas encore aboutis, c'est normal. Il n'y a pas les infrastructures qu'on trouve un peu en France ou ailleurs, en Belgique, etc. Mais l'idée, c'est de donner aussi aux jeunes Marocains des possibilités de rencontrer d'autres personnes. Ici, je crois qu'on a une candidate marocaine dans la sélection, deux, elles sont, je ne sais pas, voilà, franco-marocaine, voilà. Donc l'idée, c'est faites-le savoir dans les écoles. Là, vous avez toutes les écoles de beaux-arts, c'est aussi pour ça qu'on est à la création. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a des formations avec toutes les écoles des beaux-arts, Marrakech, Casablanca, Tétouan, il y a le directeur de Tétouan qui était là tout à l'heure, enfin pas ici, mais dans le festival. On a les ADAC, l'école supérieure d'art dramatique et d'animation culturelle. Toutes les écoles publiques du Maroc sont là dans nos formations. Et c'est quand même des gens qui sont au départ des créateurs. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté création dont tu parles, parce que c'est ça qui va faire après qu'il y a des histoires, qu'il y a des choses comme ça. Et on essaie de croiser avec la bande dessinée, puisqu'on a des résidences croisées avec Goulois. On bosse avec Bruno Gemini et BD Boom. Là aussi, ça a du lien, parce que animation, bande dessinée. Et Mohamed, que je viens d'apercevoir, je sais pas où il est, et il est très fan de BD aussi, donc ça fait du sens, puisqu'on pilote également, et je le dis, La Cigogne Volubile, qui est un programme de littérature jeunesse depuis 17 ans, où on reçoit des illustrateurs et auteurs jeunesse, mais pour nous, ça fait sens avec le FICAM, c'est des rebonds. Alors, c'est pas forcément la même chose, puisqu'il y en a c'est de l'animation et l'autre de l'illustration, du dessin, mais c'est aussi de l'artistique, c'est aussi des choses pour permettre aux jeunes créateurs marocains d'avoir une atmosphère autour de la jeunesse et de la littérature. C'est pour ça aussi qu'on a une très belle médiathèque, voilà. Et je dis aux jeunes marocains, parce qu'on va créer une résidence sur le même modèle que celle-ci, au mois d'octobre pour la Cigogne Volubile,
pour des jeunes qui ont déjà des projets de livres jeunesse. Voilà. Et qui peut-être deviendront des futurs films. C'est jamais en fonction de ça. Voilà, donc désolé de m'ameubler un petit peu, mais je pensais que c'était important. J'allais passer la parole. J'ai l'impression que ça ne marche pas toujours, ou ça marche. Ça marche, c'est bon. Mais moi, je ne vais pas vous arrêter. Voilà, mais Catherine, merci. Xavier, merci. Voilà, et Catherine, merci beaucoup de l'accueil déjà, franchement, on est ravis d'être là. Je voulais aussi insister sur deux choses, après je vais juste vous expliquer un peu comment on travaille sur la résidence. En fait, pour moi, merci Xavier d'avoir fait appel à mes compétences. C'est vrai que j'ai dirigé une école d'animation et je l'ai montée, dont j'ai monté la pédagogie aussi. Il y a deux points sur lesquels je voudrais insister sur l'importance des résidences. La première, c'est que c'est un temps qui est uniquement consacré à ça. Donc ils sont vraiment focus. On n'a pas de télé, on a une très belle terrasse, hein, mais qui est très agréable. Et donc, ils passent leur temps à écrire, à revenir, à échanger. Donc, il y a ce temps qui est vraiment dédié complètement à la structure, à la base et aux fondations du film. Je vais y revenir un petit peu après. Et la deuxième chose, c'est l'échange. C'est-à-dire que comme on vit ensemble, on échange sur plein de choses, aussi bien sur les films que sur les différentes cultures, nos différentes approches de la vie au niveau social, culturel, même politique des fois. Donc il y a énormément de débats et c'est un bonheur vraiment, et c'est très 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 enrichissant, et y compris pour moi parce que j'apprends aussi beaucoup, et aussi avec des personnes qui ont des alors je ne vais pas dire des niveaux parce que c'est pas, mais des pratiques différentes, qui sont soit des réalisateurs plus confirmés que d'autres, mais moi j'adore aussi les projets quand ils arrivent complètement au départ, parce qu'en fait on travaille de la façon suivante, c'est que la première étape, et je les ai embêtés avec ça, même s'ils avaient déjà des images et qu'ils voulaient commencer, c'est on fait la structure, et Xavier l'a rappelé parce qu'on a déjà travaillé ensemble et on a à peu près la même façon de procéder. On a la structure du scénario et du synopsis, des détails à mettre en place. Donc ça, on a passé quand même peut-être une semaine à travailler là-dessus. Et là, ils en sont à incarner leur projet et à travailler sur la notion de visualisation. Le film d'animation, c'est pas du film de prise de vue réel, et on n'écrit pas un scénario comme on écrit un livre. Il faut vraiment que quand on lit les phrases, et ben, on ait des images dans la tête, il ne faut pas qu'on soit pollué par des notions techniques. Donc tout ça, c'est vrai qu'on est en train de peaufiner tout ça actuellement. Moi je suis ravie parce qu'on a une équipe formidable, donc je vais vous les présenter. Alors, parce que moi je vais être obligé de passer sur un autre truc, mais parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, je voulais quand même juste dire une petite chose. Bon, merci la nef, etc. Mais remercier Fatima. Ah oui. Parce que je pense qu'elle n'est pas là, mais d'habitude elle vient, je ne l'ai pas vue encore cette fois-là. Parce que c'est. Voilà, je ne l'ai pas encore croisée depuis le début du festival, mais c'est la personne qui vous accueille dans la résidence, qui est adorable, gentille. Je sais qu'elle vous chouchoute. Je pense à vous êtes, on dit en français, aux petits oignons, aux petits soins, et que le lieu est propice aussi à plein de choses. Donc voilà, je voulais quand même officiellement la remercier parce que sans elle, il n'y aurait pas cette âme, cette atmosphère. Ah non, mais c'est formidable. Franchement, je lui dirai quand je la croiserai. Mais, oui, voilà. Et le RIAD est vraiment dédié aux artistes parce qu'elle a accueilli des gens qui faisaient des carnets de voyage. Et puis vous pouvez voir même dans les murs, si vous avez envie de dessiner sur sa terrasse, elle sera ravie. Voilà, c'est aussi important Ah mais l'accueil est formidable. Voilà, je me suis permis cette petite assise parce que je pensais qu'on passerait. Voilà. Et donc je vais vous laisser, je suis vraiment désolé parce que j'ai d'autres interventions plus tard. J'aurais aimé écouter vos pitchs. On peut filmer. Hein? On peut filmer. Voilà. Je vais essayer de les filmer. Ouais. Mais je sais que en plus ceux que parmi j'ai choisi, parce que ceux d'Europe je n'ai pas choisi, mais certains j'ai quand même participé au choix. Et j'aurais aimé voir un petit peu où ça en est. Mais là je dois intervenir sur un autre lieu, donc voilà. Merci. Et je repasserai tout à l'heure parce que j'ai une toute petite intervention, peut-être que j'en choperai quelques-uns. Merci. Merci. À tout à l'heure. Alors, je n'ai pas les noms de famille complètement en tête, mais moi je les connais par leur prénom, mais vous m'en excuserez, mais de toute façon ils vont se présenter tout à fait correctement aussi. Donc on a Emma qui est là, on a Kenza
dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On a Gian qui est ici. Ensuite, on a Patrick Arsène ici et Jérémy. Voilà, donc les 6 personnes. Pour moi, 6 c'est bien. Je crois que plus, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on a vraiment envie que ça se développe parce que c'est pour avoir l'expérience aussi à l'abbaye de Fontevraud grâce à la nef. Pour moi, c'est vraiment un temps extrêmement précieux de ce mois passé à se concentrer sur son travail uniquement et pas être parasité par d'autres choses. Voilà, donc on va commencer par Kenza, qui va vous présenter son projet. On a 5 minutes par personne, mais voilà, comme ça vous aurez Et je suis réalisatrice franco-marocaine. Donc j'ai la chance cette année de participer à la résidence d'écriture qui me tenait particulièrement à cœur justement parce qu'elle est franco-marocaine. Et cette question de culture, d'identité, elle revient dans mon projet et elle a son importance. J'en profite pour remercier vraiment tous les acteurs qui ont rendu possible cette résidence parce que c'est une chance incroyable, on avance tellement. Donc à la Nef Animation, à l'Institut français, Mohamed Begoud et à la Fondation Aïcha aussi. Donc pour vous présenter mon projet, je vais vous demander de visualiser un orage, un énorme orage qui se rapproche. Si vous avez fait attention, hier soir, on a eu un petit aperçu de l'ambiance que je vous demande d'avoir en tête. Parce qu'un orage, c'est un spectacle, c'est une expérience. Moi, je sais que je prends ma couverture, je me mets devant la fenêtre et j'observe. Parce que les lumières, le son, l'ambiance, le côté dangereux et à la fois fascinant, et le côté angoissant, en fait, de par la réalité de l'orage, qui captive. Et ce côté angoissant, dangereux, il m'a amené à me poser la question de et si l'orage, il incarnait toutes les peurs? Comment on réagirait face à l'insurmontable? Et ça, c'est l'histoire de mon film, l'histoire de Driss, qui est un jeune homme perdu, qui va chercher à tout prix à distancer un orage destructeur. Mais lorsque tout ce qu'on sait faire, c'est fuir, jusqu'où on peut courir avant de se perdre soi-même? Donc Driss, quand il voit l'orage arriver au départ, il cherche à fuir. Quoi qu'il se passe, il fuit, il avance, il continue. Parce qu'il n'a pas le choix, il ne connaît pas d'autre choix. Et cette volonté désespérée d'y échapper, il va la garder et s'y accrocher malgré tous les obstacles. Jusqu'où il va, jusqu'où il se perd même, il va continuer à avancer. Et ce périple, c'est aussi une quête d'identité. Parce que toutes ces épreuves qui sont en réalité des épreuves de la vie nécessaires, un passage douloureux mais nécessaire à la recherche de soi-même, il va être forcé à en faire l'expérience. Et il va être confronté à des images violentes pour lui, des images qui vont profondément le perturber, comme l'image d'un carrousel en feu. Et c'est une symbolique forte qui a une importance clé dans la narration et dans le parcours du personnage. Parce que le carrousel, il représente un peu l'enfance. Et cette enfance qui brûle devant lui, qui est détruite, va le pousser encore plus loin, le perdre plus, le déstabiliser et forcer une avancée spirituelle aussi pour lui. Et il va aussi faire la rencontre d'un renard, qui va être un personnage ambivalent tout au long du film. C'est à la fois un personnage de guide, donc le guide spirituel qui montre le chemin, mais aussi le renard, il a un côté rusé, de tromperie, de piège. Et donc à la fois il va aider Driss, et par moments il va le perdre, le pousser dans ses retranchements. Et la fin du film, la fin du parcours en fait, se pose la question, est-ce que ce ne serait pas un retour au départ? Parce qu'ici l'orage, c'est les peurs de Driss. Est-ce que réellement il peut y échapper? Est-ce que c'est pas un éternel recommencement d'affronter ses peurs? Grâce à la résidence, j'ai avancé sur le scénario qui commence à être bien ficelé, la trame narrative est fixée. J'attaque les recherches graphiques. Donc c'est les premières recherches que j'avais pour une séquence du film. Et donc je suis à la phase de pré-production, de recherche de financement, de producteurs. Et donc ça commence
ressembler à quelque chose de bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Arsène. Attends, Arsène. Que je me prépare. On a le visuel d'Arsène ou pas? On va commencer par celui-là. Voilà. Tu as mis quelque chose qu'on voit ton visuel? Excuse-moi. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Arsène Mailly, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis cinéaste ivoirien. Et aujourd'hui, je voulais vous poser cette question. Avez-vous déjà pensé à retourner sur le lieu de votre enfance 20 ans ou 30 ans plus tard? Alors, le projet que je vous présente aujourd'hui parle de mon histoire. Ça parle de la guerre en Afrique. Et ce problème-là est vraiment récurrent en Afrique. On voit que dans la plupart des pays de la sous-région, il y a des coups d'État à répétition, il y a la guerre au Mali et tout ça. Et je me suis dit, et si je faisais un film qui parlerait de mon histoire, qui va sensibiliser les politiques à vraiment mieux gérer ces crises ou ces problématiques qui minent notre société africaine. L'année prochaine, il y a les élections en Côte d'Ivoire et la peur se fait déjà ressentir dans la plupart de la population. Et je pense que le cinéma aussi, ça aide à dénoncer ce genre de pratiques. Alors, le projet que je vous présente a pour titre « À peine les yeux fermés ». C'est un court-métrage en langue française qui mixe la fiction et l'animation et qui est au stade de développement. Alors, l'histoire tourne autour de Azo, un petit garçon de 10 ans qui vit avec sa famille au nord de la Côte d'Ivoire. La vie est assez agréable jusqu'au 19 septembre 2002 où, pour des raisons politiques, les hommes armés décident de prendre tout le contrôle du nord du pays et divisant ici le pays en deux. Donc la famille se voit contrainte d'abandonner leur stabilité et de venir s'installer dans le sud. Et à partir de cet instant, le petit garçon ne cesse d'avoir des rêves de lui et de sa famille dans leur ancien cadre de vie. Il se voit en train de jouer dans la maison, en train de courir dans les herbes courtes de la savane, en train d'aller à l'école. Et ses rêves le hantent jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et 20 ans plus tard, il décide de retourner sur les traces de son enfance pour faire la paix avec ce lieu, en d'autres termes, pour faire son deuil. Alors pourquoi je fais ce film? Je dis ce film parle de mon histoire parce qu'avec ma famille, j'étais au nord de la Côte d'Ivoire, la vie était agréable, très paisible. Et un bon matin, on entend des coups de feu, on ne sait pas ce qui se passait, et on était contraints de partir. Et j'ai toujours cette scène en mémoire, lorsque mon père nous disait de nous apprêter parce qu'on devait partir précipitamment. À 4 h du matin, j'ai eu comme cette intuition en moi qui m'a dit de fixer la maison et de l'imprimer dans mon esprit. Et parce qu'on pensait qu'à la base, la guerre allait durer 1 mois ou 2 et nous allons revenir. Après, j'ai eu raison parce que j'ai gardé cette image dans ma tête parce que la guerre a duré 9 ans. Et cette scène, c'est une des scènes clés de mon histoire parce que lorsque le personnage va regarder la maison, il aura une dissociation de son âme et de son esprit, de son corps, pardon. Son âme va continuer de regarder la maison et lorsque son père va le tirer pour dire allons-y, c'est son corps qui part. Et c'est son corps qui arrive au sud avec sa famille, il grandit. Et c'est son âme qui reste en fait dans la maison, qui continue de jouer, qui continue d'aller à l'école, qui continue de courir dans la ville. Et c'est ces rêves-là qui le hantent. C'est une vision en fait de son âme qu'il a. Et 20 ans plus tard, il décide de retourner sur ce lieu-là pour récupérer son âme, puisque son âme est vraiment attachée au sol, parce que le départ était précipité. Donc en d'autres termes, pour avoir l'autorisation du sol de pouvoir récupérer ce qui lui appartenait. Donc j'ai eu à évoluer dans des recherches graphiques. Pour la recherche des personnages, on a fait des documentations. Donc ici c'est le père qui est là, et le petit garçon il est juste ici, et sa mère aussi. Et il faut dire que je suis très heureux d'être sélectionné à la résidence d'écriture de Meknes, parce qu'à la base j'ai pitché ce projet à Madagascar, où j'ai bénéficié aussi d'un soutien là-bas à l'aide à l'écriture, mais j'avais besoin vraiment d'une résidence d'écriture pour vraiment solidifier le scénario. Et je suis très très heureux à cette résidence Tom à Pic. Je suis là avec des grands réalisateurs, des grands artistes qui viennent de tout de partout. Il y a Jérémy, qui est vraiment un très très grand artiste. Il y a Kenza, Ima, mon frère du Congo.
Et Catherine qui nous coach, qui est vraiment super. Elle est avec nous, on a fait plein de postiches. Parfois le vent il me prend en cours pour aller me créer. Mais c'est très très agréable. Donc c'est l'occasion en même temps de remercier tous les partenaires qui vraiment participent à la réussite de cet événement, de ce programme. La SACD, l'Institut français de Paris, le Fonds Image, le Fonds de la jeune création francophone. Et bon, peut-être que j'oublie certains, mais vraiment merci pour cette expérience. Et comme je le dis, il y a du talent un peu partout, il y a du talent en Europe, il y a du talent aussi en Afrique. Et on a besoin d'opportunités pour pouvoir les révéler. Donc, merci à tous. J'ai appris qu'il y a des étudiants des Beaux-Arts. Moi aussi, j'ai fait les Beaux-Arts à Abidjan. Et donc, voilà, merci et bonne. Merci. Après, c'est. Attention, téléphone. Bonjour, je m'appelle Emma et je vais vous présenter mon projet de film qui s'appelle Inclinaison, sur lequel je travaille dans le cadre de cette résidence. J'ai une pratique du carnet de croquis assez régulière que je fais à la peinture et ça m'aide à marquer des souvenirs autrement que par les photos. Et j'ai beaucoup dessiné pendant et après une histoire amoureuse qui a été hyper belle mais à la fois très douloureuse. Et c'est sur cette base-là que j'ai commencé à développer cette idée de film. La personne avec qui j'ai eu cette histoire était déjà engagée dans une relation de couple et je me suis retrouvée dans une position que je n'avais pas appréhendée du tout, mais qui était celle de la maîtresse qui devait être complètement dissimulée. Et j'ai été rapidement complètement perdue et chamboulée par beaucoup d'émotions. Et tout en voulant vivre cet élan amoureux de manière hyper naïve et en même temps en étant capable de me protéger. Et j'ai fait des lectures qui m'ont beaucoup réconfortée d'Annie Ernaux, de Chloé Delhomme, qui mettent en scène des personnages qui ont vécu à peu près. Enfin, je me suis vraiment retrouvée dans ces personnages et ça m'a encore plus confortée dans l'idée de vouloir écrire une histoire de ce point de vue-là et de montrer un personnage qui se retrouve complètement mis sur le côté, dissimulé, sans qu'il soit considéré comme une menace ou un élément perturbateur, comme c'est le cas dans beaucoup de films et de livres. Du coup, je mets en scène deux personnages qui se rencontrent, se cherchent, ils démarrent une histoire qui marque les corps, qui marque les dieux. Et c'est dans la maison du personnage féminin que tout se passe. Et quand l'histoire se termine, inévitablement, l'homme rappelle ses engagements, il se retrouve coincé dans cet endroit qui a vu naître tous les moments de l'histoire d'amour. Et elle doit faire le deuil, et en étant constamment habitée par les fantômes de la relation passée. Et j'aimerais qu'on soit au plus proche des émotions du personnage. Et je pense que la technique que je vais utiliser, ça va vraiment m'aider à pouvoir faire éprouver de l'empathie pour elle. Donc, si tu veux bien changer. Je fais un texte de storyboard. Et du coup, je fais de la gouache animée. Et ça me permet d'avoir des couleurs très intenses, mais aussi d'aller vers des choses plus diluées. Et du coup, je pense que cette matière un peu bruyante, elle va composer mes personnages. Et vraiment varier selon leurs agitations intérieures. Donc je peux aller vers des choses très denses, brouillantes, ou aller vraiment vers la transparence. Et ouais, je suis en train d'essayer de catégoriser vraiment à quel moment les dilutions vont apparaître. C'est la première fois que j'ai du temps à consacrer à ce projet, et c'est hyper agréable de le faire entouré d'autres réalisateurs, de Catherine. C'est super chouette. J'ai écrit une version de scénario, j'ai clarifié mes intentions et j'ai pu faire beaucoup de recherches graphiques, c'était chouette. Et après, j'espère pouvoir envoyer un dossier d'aide assez solide et de commencer le travail avec mon producteur. Et je pense que la base qui aura été faite ici, ça va être hyper utile pour continuer à développer le projet. Et je voulais remercier Xavier qui m'a encouragé à candidater ici, et le FICAM, l'Institut français pour leur accueil, et Fatima Idrissia qui nous accueille chez elle et qui nous permettent de bosser vraiment dans de bonnes conditions. Ouais. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici devant vous pour vous parler de notre film
Je me nomme Patrick Bayo, je viens de la République démocratique du Congo et je suis très heureux, comme j'ai dit, l'opportunité m'est offerte par l'organisation CNC et aussi avec le Fonds pour les jeunes création francophone. C'est une grande opportunité pour moi d'être ici, c'est la toute première résidence et je remercie aussi les organisateurs du festival et aussi de la résidence, la Fondation Aïcha et l'Institut français. Et donc l'idée de mon film m'est venue des questionnements qu'on a d'ailleurs tous aujourd'hui par rapport à l'état actuel du monde. On se demande, avec la violence qui se passe un peu partout en Afrique, dans mon pays, le Congo, il y a une situation de crise qui dure depuis longtemps et qui fait beaucoup de morts et qui risque de s'embraser avec un pays voisin. Et quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on regarde la plus préoccupante situation ces derniers temps avec l'invasion russe en Ukraine, donc tout cela, on se demande où ça va nous amener et on redoute une troisième guerre mondiale. Et si jamais ça arrivait, ça va être nucléaire, ça va être chimique, ça va être biologique. Et ça créera des conditions qui vont pas être propices à l'existence humaine. Et on craint l'anéantissement de l'humanité. Et donc on se pose ce genre de questions et c'est par là que l'idée nous est venue de raconter une histoire. Parce qu'au fait, d'après la science, dans les conditions les plus extrêmes, dans les conditions des radiations et tout ça, ce sont les espèces comme des cafards qui vont résister et qui vont continuer à écrire l'histoire d'après. Donc il y aura de notre côté l'humanité, il n'y aura pas de vainqueurs, il n'y aura pas de vaincus. Donc ce sera les espèces les plus résistantes qui vont continuer à vivre. Donc ce sera le Capharnaüm. Capharnaüm, voilà le titre de ce film. C'est une histoire qui parle d'une colonie de cafards qui ont survécu dans ce néant, dans ce monde post-apocalyptique. Donc ils vont devoir s'organiser, ils vont devoir écrire l'histoire d'après. Ce sera là l'objectif, écrire littéralement l'histoire d'après. Donc ils vont devoir faire face à des obstacles, ils vont faire preuve d'organisation, ils vont s'organiser, ils vont faire preuve de solidarité, ils vont passer les marées radioactives, ils vont affronter les tempêtes, ils vont affronter des intempéries et tout ça pour pouvoir atteindre leur objectif. Et il n'y a pas que ça, ils vont aussi faire face à l'adversité, parce qu'en fait, d'après la science toujours, il n'y a pas que les cafards qui peuvent résister à des conditions les plus extrêmes, il y a aussi d'autres espèces. Il y a une espèce en particulier qui va se dresser devant eux, encore plus balèze parce qu'ils auront muté sous l'effet de la radioactivité. Et donc, ça sera un challenge pour eux. Ils vont faire preuve encore d'ingéniosité et d'intelligence pour pouvoir surmonter cet obstacle. Et donc, c'est ça l'histoire dans ce film intitulé Capharnaüm. Donc, c'est un film aussi qui va beaucoup plus parler par ses décors. On va faire un travail d'écrire, en tout cas, d'illustrer le plus sérieux possible, de la manière le plus convaincante possible, les décors avec les villes complètement détruites. Et à chaque fois, on va mettre des indices pour expliquer un peu comment l'humain en est arrivé à l'autodestruction. Et donc voilà, le film est encore en stade de développement. Et je disais tout à l'heure que je suis très heureux d'être ici. C'est ma toute première résidence et je vois ce que c'est qu'une résidence. Et j'en profite beaucoup. Je suis entouré de belles personnes, des gens avec qui on travaille et des gens plus expérimentés que moi aussi. On échange et on se donne des idées. Et avec l'encadrement de Catherine, et franchement, ça m'a permis de trouver une structure narrative bien assise. Et là, je suis en train d'évoluer avec le traitement et ça se passe super bien. Et je suis vraiment reconnaissant. Je dis merci à Catherine, merci à tous mes copains. Et donc voilà, c'était Patrick Bayo de la RDC. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Jacques Depolt. Voilà, je suis réalisateur d'animation, je viens de Belgique. Et je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier la Fondation Aïcha, l'Institut français de Meknes, le FICAM, la NEF, la SACD et le Festival Anima de Bruxelles pour cette opportunité de développer mon troisième film dans le cadre de cette résidence. Voilà, et pour mon troisième film, j'ai 3 questions à vous poser. Avez-vous déjà connu l'extase de vous sentir tout petit face à l'immensité de la nature? Et est-ce que ce sentiment
vous a déjà donné l'envie de vous libérer à tous les niveaux, social, sentimental, voire même coquin. Avez-vous déjà fait l'amour dans la nature? Pas toujours aussi chouette que ce qu'on imagine, non? Le sable, ça gratte. Il y a 2 ans, j'ai rejoint mon compagnon en Sardaigne. Il travaillait chaque jour sur un tournage de long métrage. Et moi, j'étais en vacances. J'ai donc eu tout le temps d'explorer la nature environnante en faisant des randonnées. Ça a créé chez moi une espèce de tension, un mélange d'excitation et d'extase face à la beauté de la nature. C'est simple, j'étais privé de mon objet de désir, mon compagnon, son corps, son toucher, son attention, pourtant si proche. Et je détournais ces pulsions vers l'intérêt que je pouvais porter au paysage que j'explorais. Les plantes, les odeurs, les insectes, les sons d'oiseaux, la sensation du vent sous ma peau. Après cette expérience intense, je me suis dit, ça doit être ça la clé de la sauvegarde de la nature. Et si j'arrivais à transmettre ce sentiment à un public? Et si j'associais l'idée du désir à celle de la beauté du monde sauvage? N'arriverais-je pas à nous reconnecter le temps d'un instant à une nature dont on s'est tous éloignés? Que ce soit par nos vies très remplies par le travail, le divertissement, les réseaux sociaux. J'ai donc pensé à faire un film piège, un film racoleur de prime abord, mais qui captiverait l'audience désireuse de sexualité pour finalement la jeter dans la nature. J'ai donc pensé à baser mon film sur des témoignages de personnes homosexuelles, nous parlant de leur rapport à la nature et à leur désir, ce que je connais donc, attisant ainsi une curiosité chez le spectateur. Puis j'ai pensé à ce qui nous lie tous et toutes depuis la nuit des temps, les récits mythologiques. Et quoi de plus gai que la période de l'Antiquité et les dieux grecs? Tout ça aurait pu faire un bon documentaire animé, mais pas forcément une histoire où on s'identifie, où on s'émeut. Puis j'ai vécu autre chose de très universel, une rupture amoureuse. L'histoire est donc celle de Jérôme, un homme d'une trentaine d'années qui vient tout juste de se séparer de son compagnon Joran. Sa souffrance le pousse à partir en pèlerinage sur les lieux de leur amour. Et c'est en s'en perdant dans l'immensité de ces paysages naturels qu'il retrouve Eros, la pulsion de vie. Ce récit s'entremêle avec les témoignages d'hommes gays de tous horizons, nous livrant leur rapport à la nature et à la sexualité, et avec la rencontre au sommet entre la déesse Vénus et le dieu Mars. Le film passe d'anecdotes amusantes, poétiques et poignantes à une épiphanie contemplative, explorant l'universalité du désir et l'urgence de préserver la beauté de la nature. Quand j'ai appris que j'avais la chance de venir avec Ness pour développer ce film, j'ai immédiatement contacté l'écrivain marocain Abdellah Tayab, dont le témoignage fait partie du film. Déjà, je l'ai interviewé, je suis allé à Paris. C'est l'un des rares écrivains à évoquer son homosexualité avec autant de poésie et de manière totalement naturelle. Plus tard, j'ai réalisé que si j'avais eu envie de le faire participer au film, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment qu'il me donnerait le courage de parler de ce sujet. Graphiquement, j'ai envie de rendre hommage à des artistes comme Jean Cocteau, travaillant une ligne claire inspirée par les représentations antiques. Mais mon envie de créer une écriture graphique unique en partant d'images photographiques et de vidéos retravaillées. Durant cette résidence, j'ai donc produit quelques visuels et j'ai retravaillé mon traitement avec Catherine Totems, grâce à qui j'ai pu affiner mon écriture, et vraiment je te remercie parce que je pense que c'est très précieux. Voilà, le film est une coproduction belgo-française et nous en sommes au stade de la recherche de financement. Je vous remercie et j'espère avoir attisé votre curiosité. Et on termine cette présentation avec le diable. Ah oui, attendez, j'ai pas non plus toutes les images. Mais oui, il n'y a pas toutes les images parce que je sais pas où il a fait les colos. Il est parti. Ah. Ouais, je peux passer un petit peu. Ouais, il y a quand même d'autres images. Ouais, tu peux juste passer comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est le final. Ça, c'est le duo de Vénus et Mars. Ça, c'est le final. Voilà, merci. Désolé. Et la toute première, pardon, la toute première en rouge, c'est le dieu Mars. Ah ouais. Ah ouais.
voir tout ça ici, là, aujourd'hui. Vous savez, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder les gens dans les cafés quand ils passent. J'ai l'impression que je les connais, j'ai l'impression qu'avec leur démarche, avec leur attitude et leur faciès, je peux les comprendre, les rencontrer. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est aussi écouter les histoires des gens, des inconnus, de mes amis. Et il y a souvent quelque chose qui revient, les conflits. Et souvent, c'est les parents. Eh ben, les parents, c'est toute une histoire. Et souvent, c'est les papas. Les papas, ils ont du mal parfois à comprendre, à accepter le changement, de passer de la modernité à la tradition. Et parfois, en fait, en grandissant, ces conflits, ça devient parfois de la haine. Et moi, je me suis dit, ils ont de la chance, ces gens. Parce que mon frère et moi, on a perdu notre papa quand on était tout petit. Et du coup, j'ai vu en lui seulement ce qu'il voulait lui dire, ce qu'il pouvait lui dire. Et ce point de vue extérieur m'a permis de comprendre pourquoi ces personnes-là n'arrivaient pas à communiquer. Et au final, c'était simplement de l'ego. Et ça rendait compliqué leur amour. Ils se privaient d'amour simplement pour ne pas affronter leur ego. Un peu comme mes personnages Haroun et Mamoun. Ils habitent à Casa. C'est une ville, un méli-mélo de traditions, de personnes, de sociétés. Tout se mélange. La modernité, la tradition, les pauvres, les riches et nos personnages qui évoluent dans cette ville. Ils doivent se rencontrer pour boire un café. C'est un café qu'ils prennent simplement par obligation. Ils ne se font plus confiance. Le fils a grandi. Donc pour lui, c'est juste une obligation. C'est pas un plaisir. Et puis soudain, il y a une météorite qui arrive et qui fracasse un bâtiment de Casa. L'onde de choc arrête le temps. Il y a simplement nos deux personnages qui évoluent dans ce monde en suspens. Et du coup, ils évoluent et ils voient en fait toutes ces mises en scène de la vie, du quotidien. Et on découvre leur histoire et la complexité de leurs relations, ce qui les a déchirés à travers tout ce monde en suspens. Il y a toujours cette météorite qui est au-dessus de leur tête. Et eux, ils doivent quand même se retrouver. Ils doivent quand même peut-être se pardonner. J'espère qu'ils auront. Je vais faire tout ce film, ce court-métrage, qui durera à peu près 15 minutes, en papier, en marionnette papier. J'ai déjà fait de la pâte à modeler et du papier découpé. Du coup, j'aimerais associer les deux méthodes, parce que pour moi, ça symbolise l'éphémérité de la vie et la fragilité aussi de ces relations humaines qu'on a. Et en ce moment, je participe à la résidence avec tous mes collègues qui sont formidables. On a pu échanger. J'ai pu développer le dossier de mon film, avec lequel j'espère trouver très prochainement des financements ou bien un producteur pour pouvoir m'accompagner dans cette aventure. J'aimerais que ce film, franchement, soit marocain, parce qu'on n'a pas vraiment d'animation ici. Ce serait vraiment cool, en plus de faire du stop motion au Maroc, avec une histoire marocaine, avec une miniature de Casa. Je tiens à remercier quand même tous les partenaires, la NEF, la SACD, la Fondation Aïcha, l'Institut de Paris, de Marrakech, Beyrouth, aussi M. Fabrice, Catherine Toten qui nous apprend tellement de choses et qui nous accompagne et nous corrige. Et moi, je suis Jeanne Joël et merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes peut-être, non? Vous avez des questions à leur poser sur la façon dont ils travaillent, sur... Non? Bon. Oui, j'ai une question. En fait, moi aussi j'ai fait une petite école d'animation. Et j'ai surtout travaillé le côté technique. Mais pour tout ce qui est histoire, là je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup de mal à créer une histoire qui soit personnelle, qui parle aux gens. Et du coup, je veux leur demander comment ils font pour trouver des choses. Alors, je vais laisser répondre parce que c'est vrai que... Vas-y Arsène. Merci, je suis Arsène. Moi, au départ, j'ai fait les beaux-arts, comme je dis, j'ai dessiné, j'ai travaillé sur plusieurs projets, des gens m'ont sollicité. Et à un moment donné, tu veux passer ce cap-là pour devenir auteur, tu vois. Tu veux créer des histoires. Mais j'ai eu une idée en tête et j'ai commencé à l'écrire. Et directement, tu sais, nous, comme on dessine, on visualise directement les images. Et après, j'ai eu un gros problème. On m'a dit, mais ton histoire est décousue. Tu vois. C'est trop imaginaire. Tu as trop cherché, en fait, à créer une histoire. Et il y a un ami qui s'appelle Jules, il est camerounais. Je crois qu'il est sélectionné aussi. Il sera là dans, je crois, Pan-African. Ils ont fait une sélection de son film, s'appelle Mboa Matanda. Je crois qu'il sera ici. Il m'a dit une phrase qui m'a aidé à pouvoir créer une histoire. Et il m'a dit, ne cherche pas à faire une histoire
pour impressionner. Il m'a dit, fais une histoire qui a une âme. Fais une histoire qui a une âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon histoire, c'est du vécu. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, tu as des histoires en toi, selon ton expérience que tu as vécue, qui sont importantes pour la société. Et beaucoup de personnes ont vécu aussi peut-être cette même expérience que toi tu as vécue. Ça sera facile d'écrire l'histoire. C'est aussi simple que ça. Mais après, tu vas postuler avec l'idée, parce que ça sera une idée embryonnaire, comme la mienne, de postuler à une résidence. Ils ont vu qu'il y a du potentiel. Et maintenant, on va creuser avec des techniques. Tu vas peut-être rencontrer Catherine encore. Tu vas connaître le post-it. Les post-it, pas des post-it. Des post-it. Et tu vas vraiment avoir des bases pour pouvoir écrire un film. Parce que même si on t'apprend à écrire un film, tu vas vouloir créer. Or, on a dit, il faut que dans ton film, il y ait une âme. Tu vois? Et la majorité de nous, si tu as bien remarqué, c'est du vécu. Les histoires, les projets qu'on a fait, c'est des projets que nous avons vécu. Voilà, c'était ma bravo. Si je peux rajouter quelque chose, c'est bon, parfois on a des lacunes, parce que moi par exemple j'ai fait une école de cinéma, pas d'animation, et je faisais du stop motion que pour moi, du coup j'avais les bases d'écriture de scénario. Mais après on a les résidences, même si on sait théoriquement écrire un scénario, il faut quand même qu'on ait des points de vue d'autres personnes pour être sûr qu'on comprenne bien notre histoire. Et les résidences, c'est un très bon choix pour commencer parce que déjà, on a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous forme, et on a aussi nos collègues qui sont en permanence avec nous, avec qui on parle. Et souvent, c'est comme ça, en échangeant, qu'on voit les problèmes d'un scénario, on voit comment l'améliorer, alors que si on est tout seul, on ne peut pas prendre du recul et on a l'impression qu'on fait tout mal ou on fait tout bien. Et parfois, le cinéma, ça se fait avec une équipe, avec beaucoup de monde, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir une équipe ou de communiquer avec les gens. Je peux faire une c'est vrai. Mais je peux dire qu'aussi, on a besoin de quelqu'un qui est vraiment pour le scénario, à nos côtés. Quelqu'un qui a toute son énergie posée sur le scénario. Parce que quand on doit faire quelque chose, ça doit être à 100%. Si ça se répartit entre 20% pour ça, 30%, ça ne va pas vraiment faire le tout. Et aussi, elle a parlé de prendre l'avis des autres. Ça, c'est très important parce que ces autres, c'est un peu comme les spectateurs qui vont voir. Si ils ne sont pas vraiment d'accord, alors même ceux qui vont voir, ils vont pas, ça va être la même chose. Et parce que le scénariste, quand tu lui parles, lui, il va savoir ressortir tout ton âme, comme il a dit, tu vois, toute ton essence qui est là-dedans, tu vois. Même des choses que toi, peut-être que tu n'aurais pas y pensé à eux, il peut les faire ressentir, tu vois. Et ça va faire un enchaînement d'autres trucs. Voilà. Bon, bah, merci. Bravo. Très bien, moi je trouve que les réponses ont été très cohérentes. Oui, encore une question. Si personne n'a de questions, je vais en poser. Bien sûr. En fait, j'ai remarqué que la plupart des projets qui ont été présentés, ça parle de trauma ou de choses qui nous font un peu mal, des ruptures, le fait d'être enlevé de chez soi. Donc, je voudrais demander à ceux qui ont pitché comment est-ce qu'ils font pour sortir ces choses qui leur font mal, comment ils arrivent à être vulnérables en fait. À se distancer. Voilà. Vous n'avez pas peur du regard des gens qui vous entourent? On se met à nu. Je sais pas. C'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est ce qui rend la chose puissante, en fait. C'est-à-dire que si tu fais cet effort-là, c'est que tu as vraiment envie d'en parler et de transmettre quelque chose. Et la meilleure façon, c'est d'être professionnel, de prendre cette distance professionnelle. Et d'une certaine manière, ça te permet de guérir, en fait. C'est très thérapeutique, finalement. C'est-à-dire qu'en prenant cette distance professionnelle pour bien raconter les choses, eh bien, d'une certaine manière, tu prends réellement la distance dans la vie sur tes problèmes. Et ça te permet de les dépasser, je pense, personnellement. Et en plus, je vais rebondir parce que moi je suis extérieure, j'ai découvert leur projet. Et c'est vrai qu'au début, on était dans la pudeur des choses, ils n'osaient pas aller creuser là où ça gratte un petit peu, comme n'est-ce pas? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils en parlent et avec pudeur et avec élégance et sans pathos. Voilà, ils exposent le truc et après ils voient comment ils déroulent.
Et c'est d'abord en travaillant sur l'histoire qu'on va déjà faire la structure de l'histoire pour qu'elle se tienne bien scène par scène, plan par plan. Et puis on va aller creuser en dehors de là. Ça serait bien que ça aille un peu plus loin. Moi je pense à Gian sur toute la partie développement de l'histoire où on a été chercher des situations qui pouvaient parler aux deux protagonistes. Voilà, on creuse un petit peu plus et puis on essaie surtout de passer par l'image. Et si vous passez par l'image, vous allez créer la distance. Vous ne serez pas dans, voilà, j'ai mal, j'ai souffert, je suis un peu petit garçon parce que j'ai perdu mon papa, ma maman, je fais ça de façon très caricaturale, pardon, mais c'est, voilà, qu'est-ce que j'ai comme image dans la tête. Arsène, c'est la scène de 4h du matin quand on l'a sorti son lit pour partir avec la famille. Il y a plein de scènes comme ça, donc on travaille aussi sur les scènes clés. Parce que soit on écrit un scénario de façon linéaire, soit on a des scènes clés dans la tête, et on retricote entre les scènes. Mais il faut que ce lien soit aussi fort que les scènes. Donc c'est tout le travail qu'on fait dans la résidence, et c'est passionnant. Donc oui, les post-it, parce qu'il faut faire des patchwork, et on construit. Et on construit de façon à ce qu'il y ait une chute, de façon qu'il y ait un message, que ce ne soit pas complètement auto-centré, mais que ça puisse parler au plus grand nombre. On a tous vécu des ruptures amoureuses, peut-être certains traumatismes, voilà. Après, les sujets cette année sont comme ça. Il y a d'autres résidences où ce sont d'autres types de sujets qui sont culturels, liés, je pense à la fondation de cette école de jeunes femmes en Iran, etc. Donc c'était un point de vue documentaire, historique sur là-dessus. Il y a des choses qui sont beaucoup plus légères, ça dépend des projets. Donc, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on passe de l'un à l'autre avec des projets différents. Ceci dit, on peut parler de choses qui peuvent être un peu douloureuses, avec des images très poétiques, très sensibles. Après, il y a le travail de l'image. Mais l'image et le texte doivent, et le son, parce que j'insiste aussi beaucoup là-dessus, ça doit amener une épaisseur, un plus. Chacun doit s'apporter quelque chose. Donc il faut que tout ça fasse sens. Et c'est vrai que faire un film, ça prend du temps, comme on disait avec Xavier. Donc voilà, là pour l'instant, on pousse vraiment les bascules. Mais tout va découler. Une fois qu'ils auront le traitement du scénario plan par plan, le board il va arriver et on peut dessiner en même temps. Emma, elle dessine en même temps qu'elle fait parce qu'on a aussi, voilà, c'est faire pour voir et voir pour faire. C'est les deux vont de pair parce que ça se nourrit l'un l'autre. Donc voilà, moi je suis ravie d'être là parce que c'est passionnant. Franchement, ils ont tous vraiment énormément de talent. Et moi je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Bon, ceci dit, on est là toute la semaine, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les solliciter. Quel est ton petit retour de la nef animation sur les prismes? Moi, j'ai trouvé vraiment, je suis bluffé par la qualité des présentations. Voilà, vraiment. Je trouve que toutes les présentations ont été extraordinaires de maîtrise, de communication, d'engagement personnel. Je suis vraiment épaté. Voilà. La barre a été mise très haut au départ et elle a suivi vraiment d'un bout à l'autre. Donc vraiment bravo. Là-dessus, moi j'ai énormément envie. J'ai 100 000 questions et j'ai envie d'en connaître beaucoup plus sur vos projets parce que 5 minutes obligatoirement c'est court, mais ça donne extrêmement envie. Donc vraiment bravo à vous parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et on a travaillé ensemble avec Catherine à Syros en Grèce. On a fait pendant une semaine un atelier. On s'est régalé aussi. Hein. Voilà. Et je sais comment un pitch n'est pas qu'un exercice formel, parce que c'est vraiment une occasion pour les autrices et les auteurs de se poser les questions essentielles en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment faire passer alors c'est autre chose, hein, un pitch c'est autre chose qu'un film, mais c'est pas un exercice que commercial ou que promotionnel, c'est vraiment l'occasion de se poser les questions de ce que vous avez envie de transmettre, de faire passer aux futurs spectateurs. Et là, on sent beaucoup d'envie de la part. Moi, j'ai vraiment envie de voir ces 6 films, enfin, déjà d'en connaître plus et surtout de les voir. Donc, je suis aussi vraiment bluffé par. Je te rejoins, Catherine, sur
la qualité, en tout cas la promesse qui est faite dans chacun de ces univers, avec des histoires différentes, des univers différents, parfois qu'on voit déjà un peu en place, parfois, le dernier, j'ai une énorme curiosité parce que tu annonces un film en stop motion et l'image que je vois, c'est pas du stop motion, donc je me dis mais qu'est-ce que ça va être pensant, et c'est formidable aussi, voilà, donc je suis ravi d'avoir un petit moment dans la semaine pour pouvoir voir un peu plus les coulisses de ces très belles promesses, voilà. Donc un grand merci pour vous être aussi investi personnellement. Mais moi, je ne suis pas du tout le monde du cinéma, mais je suis dans le monde des festivals. Et je suis venue par curiosité, franchement. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et on essaie de soutenir la création. C'est un festival international du film d'éducation. Donc je le dis parce que, même si c'est des histoires singulières, c'est des histoires universelles. Donc pour nous c'est très important ça, et soutenir les jeunes créateurs. Alors vraiment, surtout faites votre film. et parce que c'était emballant, franchement, tout ce qu'on a entendu. Ah oui, faites votre film et puis envoyez-le. Il y a un site Festival international du film d'éducation, parce qu'on a envie d'avoir des films comme ça. Vous êtes où, pardon, excusez-vous En France, chaque année à Évreux, et c'est décliné sur l'ensemble du territoire. Vous connaissez? Voilà. Je poste les films de l'école Nichols, donc je m'occupe. Voilà. Donc c'est décliné sur le territoire français et en Outre-mer. Et on a trop envie, franchement. Merci. On a noté tous vos noms au cas où, pour vous le rappeler. Merci. Oui, c'est vrai ce que vous dites aussi, c'est qu'un film, ça vit beaucoup en festival après. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des financements pour faire d'autres films derrière. Et c'est vrai qu'on a un panel de festivals en Europe et dans le monde entier quand même, qui est incroyable en cinéma d'animation. Et merci à tous ces festivals de promouvoir la jeune création, parce que c'est aussi ça, c'est pas que des professionnels forcément. Et ça permet beaucoup de choses. Et puis je voudrais juste parler, tu vas en parler. Vas-y. Je ne sais pas si je repasse, mais en fait, Xavier est à l'initiative d'un projet formidable auquel j'ai adhéré, et d'autres grands noms d'animation et tournant autour d'animation adhéré très vite. C'est la possibilité pour les étudiants sortant de l'école de faire un film en 1 an, basé sur une adaptation littéraire. Libre de droit, je ne sais pas si libre de droit, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et en fait, ils font l'écriture à l'abbaye Fontevraud pendant un mois, au mois d'août, et après, ils partent en studio pour réaliser leur film. On a un gros partenariat, parce que c'est France Télévisions qui diffuse ces films, donc il y a un gros partenariat. Et moi, je voudrais quand même parler, parce que je suis très proche de ça, de la jeune création, des jeunes qui sortent de l'école. Parce que l'animation, on sait que ça marche très bien, mais il y a toujours ce sas entre l'école et le monde professionnel qui n'est pas évident. Donc il y a Scala qui existe, il y a les festivals qui existent, il y a plein de fonds possibles à récupérer pour pouvoir faire des films, il y a les résidences qui existent. Donc c'est vrai qu'à la Nef, tout ça, c'est vraiment des initiatives que vous portez complètement. Et déjà, je voulais vraiment remercier la Nef de tout ce travail, et Xavier, franchement, bravo. Parce que pour les jeunes créateurs, c'est une porte ouverte sur le monde et surtout vos univers, parce que c'est moi ayant enseigné vraiment l'animation et ayant travaillé avec plein de jeunes auteurs, je trouve que franchement il y a mais dans tout le monde, vous avez énormément de choses à dire, vous avez énormément de talent, et vive la jeune création. Voilà.